J'en parlais depuis des mois, vous le savez si vous êtes abonné à la chaîne depuis un certain temps. Le dernier film de Steven Kostanski était annoncé et passait même dans divers festivals fin 2020, notamment Suivez ou le Monstres australien. D'un peu partout dans le monde surgissaient alors des critiques emballées, provenant de têtes connues du milieu horrifique, qui louaient les maquillages, les effets spéciaux pratiques, l'ambiance à la fois fun, kitsch et propice à l'hommage à l'horreur des années 80-90, le gore extrême et surtout l'univers complètement fou de ce nouveau film. Et en même temps, était-ce étonnant de la part de Steven Kostanski, l'enfant prodige canadien d'Astron 6, que je citais dans ma vidéo sur les futurs maîtres de l'horreur, comme l'un des cinéastes qui m'emballe le plus parmi les nouvelles générations, qui, sans compter les œuvres de son collectif ou ses courts-métrages, nous aura donné quelques pépites comme le déjanté Manborg, le bourré de références et d'ingéniosité de Void, et le très surprenant Leprechaun Returns. J'ai déjà pas mal parlé de ce cher Kostanski sur cette chaîne, et à chaque fois, c'était pour souligner à quel point chacun de ses films était pour moi une réussite, chacun à son niveau et pour des raisons différentes. Alors oui, j'attendais ce nouveau film avec une impatience difficile à dissimuler, et chaque visuel, chaque bande-annonce qui sortait sur la toile ne faisait qu'augmenter encore cette attente déjà insupportable. Jusqu'à la nuit décalée de la 28e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer, qui me fit l'immense plaisir de proposer cette œuvre attendue telle le Saint Graal. Vous pensez que j'exagère ? Alors, laissez-moi exprimer dans cette vidéo tout l'amour que j'éprouve pour Goreman de Steven Kostanski. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Dans Goreman, nous allons suivre la petite Mimi et son frère Luke qui découvrent en creusant dans leur jardin une étrange gemme brillante. Et alors que la nuit est tombée, un monstre extraterrestre terrifiant sort du même trou pour répandre chaos et mort dans la ville. Sauf que Mimi, grâce à la fameuse gemme trouvée par hasard, se révélera capable de contrôler cette créature au pouvoir incroyable, la forcer à obéir à ses moindres caprices. Forcé de jouer les larbins pour cette gamine insupportable, notre extraterrestre, surnommé par ses nouveaux amis Goreman, devra également rester sur ses gardes car ses anciens ennemis, à la tête d'un empire intergalactique, apprendront vite son retour et profiteront de la moindre faiblesse pour le mettre définitivement hors d'état de nuire. Et là, normalement, au-delà du pitch de départ, les images que vous venez de voir, si vous n'aviez jamais entendu parler de Goreman avant cette vidéo, devraient vous mettre au moins un tout petit peu l'eau à la bouche. Nous sommes dans un univers de folie dans lequel se mêlent horreur, comédie et science-fiction. Et vous savez ce qui semble relever également de la science-fiction ? Oui, vous l'avez deviné, c'est NordVPN. Et oui, NordVPN sponsorise cette vidéo à l'occasion de son 9e anniversaire, et pour l'occasion, il vous propose une offre tout à fait exceptionnelle. Mais tout d'abord, qu'est-ce que NordVPN ? NordVPN est un logiciel utilisé pour chiffrer le trafic internet des utilisateurs et protéger leur identité en ligne en masquant leur adresse IP. Vous pouvez également l'utiliser pour changer votre géolocalisation, ce qui est très pratique. Exemple, mon bestiaire de l'horreur est interdit aux utilisateurs de YouTube français, et si vous êtes français, vous pouvez utiliser NordVPN pour vous localiser en Belgique et ainsi pouvoir profiter de mon contenu ô combien majestueux sans aucun problème. C'est également très pratique pour utiliser des Wi-Fi publics, souvent plus risqués, notamment dans les aéroports. Car oui, j'espère qu'on pourra très vite recommencer à voyager, et donc, faut sortir couvert. NordVPN, c'est également tout un tas d'autres avantages. Il n'enregistre pas vos activités en ligne, comme ça a été prouvé à de multiples reprises. Il a une fonctionnalité de blocage de publicité et de malware. Vous pouvez l'utiliser sur jusqu'à 6 appareils différents en même temps et dispose d'un service client actif 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, très actif et professionnel que j'ai moi-même testé un jour lorsque j'étais en galère. En ce moment, pour son anniversaire, NordVPN vous offre un mois supplémentaire gratuit, plus un cadeau surprise si vous prenez leur abonnement de 2 ans, une formule qui vous permet d'économiser pas moins de 70% sur votre abonnement. Pour en profiter, cliquez simplement sur le lien dans la description ou en top commentaire et sécurisez votre internet. Merci NordVPN. Maintenant que l'instant pub nécessaire est passé, j'ai une autre bonne nouvelle pour vous. Pour appuyer mon analyse de Goreman qui, comme vous l'aurez compris, me tenait beaucoup à cœur, j'ai obtenu la participation d'un invité très particulier. Mesdames et messieurs, Steven Kostanski, réalisateur de Goreman, a gentiment accepté de répondre à quelques questions en vidéo, ce qui m'a beaucoup aidé. Par exemple, je me demandais d'où lui était venue cette idée folle d'un film qui met en scène un monstre invincible qui est littéralement sorti de sous terre et 2 gamins de banlieue nord-américaine. In 2018, I just finished Leprechaun Returns. I was taking a little break watching movies,
and I was watching Rawhead Rex, and I started riffing on the idea of, like, what if you took this ancient evil that's, emerged from the earth, it's been resurrected, it's going to wreak havoc on the world, but instead of, destroying a trailer park or whatever, like in Rawhead Rex, like, what if that monster was paired with some little kids and it became almost like a kid's adventure movie, like mashing the kind of Rawhead Rex sci-fi horror with the kind of like fun optimism of an E.T. style film. And so I started just riffing on that idea in my head, and it was just so fun coming up with ways that those two genres were opposed to each other that the script just really came very easily to me. Et en effet, l'ambiance de Psycho Goreman dispose de cette espèce de naïveté qui émane de certains vieux films de monstres qui ne s'embarrassaient pas de rendre leurs univers crédibles, ainsi que de cette atmosphère un petit peu teen movies à la E.T. ou Goonies, avec des enfants qui rêvent d'aventure toute la journée, qui se mettent à vivre une véritable aventure fantastique. Le mélange des deux fonctionne très bien, particulièrement grâce à son humour qui permet de joindre les deux univers à la perfection, un humour et une situation de départ grotesque qui ne sera pas sans faire penser au cartoon Billy et Mandy, qui voyaient une jeune fille et son frère réussir à faire de la mort en personne leur esclave. Celle-ci est immensément puissante et les hait de tout son cœur, mais se voit forcée d'exécuter le moindre de leurs ordres. Exactement la même situation que dans Psycho Goreman, où un tyran intergalactique à la cruauté et la puissance légendaire se couvre de ridicule pendant tout le film. Pourtant, ça reste très drôle et pas juste débile, car à côté de ces scènes qui le ridiculisent, la puissance de l'archiduc des ténèbres, comme il aime s'appeler, est réelle et éprouvée lors de plusieurs séquences d'anthologie qui viennent apporter son gore au métrage. Cela permet au personnage de rester menaçant malgré les actes dégradants que la jeune Mimi le force à accomplir et donne un enjeu au film. On se demande ce qui se passerait si la gamine qui joue avec le feu perdait le contrôle du monstre. Mais ce n'est qu'un enjeu parmi d'autres dans le film et loin d'en être l'un des principaux. Là encore, Psycho Goreman a l'intelligence de mélanger les genres et les influences et de jouer sur plusieurs tableaux. Comme dit dans mon résumé, le Psycho Goreman dispose d'un certain nombre d'ennemis extraterrestres qui ne rêvent que de le voir disparaître une bonne fois pour toutes. Nous avons une sorte de conseil politique qui gère une espèce d'empire galactique dont la puissance principale, des fanatiques religieux extrêmement dangereux menés par une certaine Pandora, estime que PG est une menace pour la tranquillité de l'univers et elle cherche à l'éliminer le plus vite possible avant qu'il n'ait le temps de reprendre possession de tous ses pouvoirs. À côté de ça, PG cherchera à renouer contact avec son ancienne équipe de super vilains, en quelque sorte, qui était finalement bien content que leur méchant Big Boss est disparu et ne souhaite pas vraiment retourner sous son commandement. Ils se retourneront donc également contre notre monstre qui n'aura décidément plus beaucoup d'amis. Devant tant de malchance, forcément, la relation entre Psycho Goreman et les deux enfants principaux va prendre une tournure inattendue. Mimi adore son nouvel ami qu'elle traite, comme tous les autres d'ailleurs, comme un esclave, un jouet, une possession. C'est un véritable tyran et nous y reviendrons plus tard. Mais elle ne veut pas perdre un jouet aussi précieux que le Psycho Goreman et même si elle le manipule et n'a que faire de ses plaintes à répétition, elle s'impliquera de plus en plus dans sa survie au fur et à mesure que les événements s'enchaîneront. Quant à Luke, sans cesse moqué et humilié par sa sœur, il verra petit à petit en Psycho Goreman un moyen peut-être de prendre l'ascendant sur elle en s'alliant avec le monstre à sa demande. Tout le film, ce dilemme tourmentera le jeune Luke, un dilemme au bon parfum de trahison, et savoir s'il finira par céder et vraiment poignarder sa sœur dans le dos est donc l'un des enjeux du film. Enfin, nous avons les parents de ces deux enfants, complètement en décalage avec ceux-ci, qui ne semblent pas vraiment s'inquiéter de l'étrange amitié que leurs gosses ont nouée avec un monstre psychopathe. L'arrivée de PG dans leur vie provoquera néanmoins indirectement des remises en question dans leur couple, ainsi que des disputes parfois puériles qui mettront leur avenir de parents mariés en péril. Ils devront donc surmonter ces moments de friction pour rester ensemble et conserver l'unité familiale autant que possible. Et on arrive à l'une des parties que je préfère dans le film. Son mélange des genres incongrus mais rondement menés, ces différents enjeux existent parce que, comme dit plus tôt, Psycho Goreman rend hommage et se moque également un petit peu de certaines formules très codifiées. En reprenant leur structure et leur code donc et en les mélangeant, il devient un objet à la fois complètement déjanté et étrangement logique. Dans les faits, Psycho Goreman est une comédie familiale un petit peu débile et banale, comme il en existe tant. Nous avons notre petite famille, un garçon, une fille et leurs parents, qui mènent une vie tranquille et qui semblent très heureux comme ça. Puis, un élément perturbateur débarque qui révèle leur tension familiale au grand jour et permet à chacun des membres du petit clan de se rendre compte de certains problèmes, certaines dérives qu'ils vivaient sans même s'en rendre compte. Cet élément perturbateur aurait pu être un adultère de la part d'un des parents, un décès dans la famille, l'un des parents qui perd son job ou n'importe quel autre élément narratif sans intérêt du même genre. La seule différence, c'est que l'élément perturbateur en question, ici, c'est un monstre invincible qui va se retrouver au centre de toutes les querelles familiales qui vont devoir se régler autour de lui après un concours de circonstances qui se veut donc hilarant. Et qu'il l'est!
Ainsi, la totalité des éléments amenés par Psycho Goreman lors de son introduction sont réutilisés dans son final de façon brillante, ce qui permet de résoudre un par un tous les enjeux initiés par le film lors de la scène de fin. Tout est réutilisé, trouve un écho ou une conclusion lors de ce dernier acte. Le morse que les enfants utilisaient pour se parler, leurs chansons débiles, les relations entre frères et sœurs, parents et enfants, mari et femme, l'opposition entre Psycho Goreman et Pandora, le Crazy Ball, ainsi que la peur qu'une fois libéré, le monstre se venge des mauvais traitements infligés par Mimi. Tout est repris dans cette scène finale. Le seul élément qui n'est pas réellement résolu, c'est le sort d'Aleister, qui a été changé en espèce de cerveau monstrueux par Psycho Goreman, mais c'est fait exprès dans le but d'en faire une blague bien marrante à la toute fin du film. Et la façon dont tous ces enjeux seront résolus fait bien sûr toujours autant penser à ces fameuses comédies un petit peu idiotes et légères, avec leur message sur l'amour et l'unité familiale qui sont ici à la fois tournés en dérision et approuvés par le film, ce qui est un tour de force. Il arrive à être à la fois moqueur et émouvant, à réellement proposer une morale tout en étant complètement subversif à côté, en laissant son monstre partir à la conquête du monde sans que ce soit jugé comme quelque chose de négatif par le film. Une nouvelle fois, le Psycho Goreman joue sur plusieurs tableaux et le fait à merveille. Enfin bon, vous l'aurez compris, Psycho Goreman joue avec les références et clins d'œil à tout un tas de genres et le fait plutôt bien. Mais bien sûr, c'est avant tout au cinéma d'horreur, au fantastique et à la science-fiction qu'il fait référence et dont il s'inspire, comme Steven l'explique très bien lui-même. I mean, I love genre movies. I love horror, sci-fi, fantasy. I feel like these things need to be celebrated more. I don't like terms like elevated or like high concept horror. I don't like it when people turn their noses up at genre movies. I think there's a lot of artistry and expertise that go into making these things, even the schlockiest of things. And I find them, very compelling and interesting. And so I want to celebrate those types of movies. It's what I grew up on. It really informed all of my creative sensibilities. So I feel like all my movies definitely carry a level of respect for genre cinema and all the iconic creatures that come out of the horror genre especially. Par exemple, je reconnais en Psycho Goreman une sorte de parodie respectueuse de Pinhead, de Hellraiser. Ils ont une voix similaire, profonde et impressionnante, et ce même talent pour déclamer des punchlines aussi poétiques que sadiques. Remplaçons juste le grade de haut prêtre cénobite de Pinhead pour le remplacer par celui d'archiduc des cauchemars de PG. Ce monstre permet donc à la fois de rendre hommage aux créatures iconiques comme Pinhead, tout en faisant quelque chose de différent. Pour les amateurs comme moi, c'est toujours très agréable de retrouver des figures appréciées sous de nouvelles formes, c'est aussi une façon de perpétrer la tradition, de transmettre aux générations futures ce que nous avons nous-mêmes apprécié à leur âge. I'm a big fan of the low-budget genre trope of wanting to tell a big sci-fi fantasy story but not having the budget to do it, so you're forced to set it in suburbia. So like the Masters of the Universe movie is a good example. Beastmaster 2 is another example. Even stuff like Suburban Commando, where it's like a little more intentionally set in suburbia, but you still feel like they want to tell a bigger story and they just can't. I've always liked that trope. I think it's super funny. And so that was kind of an overarching kind of idea I wanted to have permeate the film, was that you have a big sci-fi story that's forced into very mundane locations, and having, like big fantasy drama take place on a driveway or in a forest, just because I find that juxtaposition of imagery very interesting and funny. I was also, as far as like creature design goes, I was very inspired by Japanese Super Sentai shows and stuff like Kamen Rider, Mechanical Violator Hokkaider. I find their Japanese style of creature design for those shows and movies is very interesting because it's all about style and being cool. It has nothing really to do with realism. It's just about being as kind of exciting as possible and not worrying about, is it convincing? And so that was one of my approaches for the creature design, was don't worry about making things look realistic, worry about making things look cool and fun and crazy. And in some cases unsettling and weird, because one thing about practical effects that I love is that even if something doesn't look real, it can still look bothersome, because there's that like uncanny quality where it's not real, but it still like represents a thing that has recognizable traits to it.
So I want to tap into that a bit with the creature design. D'ailleurs, l'une des très grandes forces de Psycho Goreman, ce sont évidemment ses maquillages et costumes. Comme Steven le dit lui-même, le but n'est pas tant de proposer des créatures réalistes que des monstres au concept stylé et fun qui semblent tout droit sortis de jeux vidéo, de manga ou, dans ce cas précis, de Super Sentai. Mais personnellement, j'aimerais en savoir plus sur le processus créatif qui se cache derrière chacun de ces designs complètement fous, en sachant, évidemment, que Steven Kostanski a énormément d'expérience avec tout ce qui est maquillage, effets spéciaux pratiques, ayant lui-même travaillé sur de très grosses productions comme Suicide Squad ou ça. My design process for the creature effects in the movie is not the conventional process. Usually you do drawings, ZBrush designs to kind of settle on the look of each character before you even start building. But for PG, a lot of the characters I would start building before I even really had an idea of exactly what I wanted it to look like. Like some characters I'd sculpt the head first and then work my way out from there once I kind of settled on like the main look. Usually like the eyes to me and everything happening around the eyes is like a good starting point because that's where the audience's eyes are naturally going to go to, and I'll start with that and then build out to see kind of like what is this creature's deal, like what is it that makes them what they are. And so that was a lot of the creature design, was sort of designing as we were building and based on like what materials were available, what we had at our disposal, because it was a very low budget project, didn't have a lot of resources or time, so it was kind of just grab what you can, slap these things together, throw some paint on it, and push it in front of the camera. Une autre force du film réside dans ses comédiens qui arrivent tous à parfaitement incarner leur rôle et à transmettre les émotions souhaitées par Kostanski aux spectateurs. Au-delà des archétypes narratifs que leurs personnages représentent, ils ajoutent tous cette petite touche personnifiée qui permet de les rendre plus profonds, plus complexes, ce qu'on a rarement la possibilité d'apprécier dans une production de ce type, surtout quand celle-ci met en scène des enfants. The casting process was pretty interesting for this movie. I mean, a few of the roles I knew exactly who I wanted for them. Greg, played by Adam Brooks, I wrote the character for him specifically. I knew I wanted him to play the deadbeat dad character. I mean, I've been working with him for a very long time, since our Astron 6 days, so I knew he could pull it off and would be an important addition to the cast. As far as the kids, that was a huge concern going into the project. We didn't know if we were going to find the right kids for these roles, especially for Mimi, because she's such a broad character. And luckily, Nita was in one of our first rounds of auditions. We did like a pretty wide casting call where we got self-tapes and in-person auditions and just did round after round of auditions. But Nita just kept bringing her back and kept getting her to do different scenes and giving her little notes and directions. And yeah, she was clearly the best actor for the role. She came prepared. She's experienced in musical theater and dance and is very professional for her age and has a lot of experience, even though at the time she didn't have any on-camera experience. I thought, she still showed the level of professionalism we needed for the role. And I thought her and Owen, who played Luke, and Scout, who played Alistair, all did a fantastic job. Alexis, who played Susan, as well. It was tough finding somebody who can match Adam's pathetic energy for Greg, and so she had sort of at first a thankless role of playing off against that, but I thought she did a really great job injecting a lot of charm and humor into Susan and making her very relatable. She's probably the most sane person in the movie, even though she does become a robot at the end and tries to choke out her husband, but I mean, we'll let that slide. Et étrangement, il y a pas mal d'autres choses qu'on laisse facilement passer avec Psycho Goreman, niveau violence gratuite. Certaines mises à mort sont vraiment très gore, et j'y vois parfois des hommages ou clins d'œil à d'autres classiques du genre, tels que Hellraiser, encore une fois, ou même Scanners, voire Akira, quand on décide de simplement faire exploser un personnage quelconque, qui se révèle d'ailleurs être un enfant, rien que ça. Mais cette violence passe plutôt bien grâce au ton du film humoristique et surréaliste, qui ne cherche pas à choquer avec ses scènes, mais plutôt à proposer des images fun, esthétiquement parlant, et qui deviennent drôles de par leur brutalité complètement exagérée, et surtout la surprise qu'elle procure. Bah oui, la scène de l'enfant qui explose justement est très rapide et on ne la voit pas vraiment venir. Et c'est tellement soudain et inattendu qu'il est difficile de ne pas pouffer de rire devant. Ce qui ne veut absolument pas dire que nous sommes des êtres sans cœur qui aiment voir des enfants mourir.
Ça n'est pas bien, et nous le condamnons formellement. Cependant, malgré l'humour omniprésent du film et son ton volontairement décalé, une scène en particulier a fait réagir quelques groupes de spectateurs, particulièrement aux États-Unis. La scène où la jeune Mimi brise un crucifix. Blasphème! As far as that scene with the crucifix, I mean, I wanted to draw a parallel with PG, where we see in his flashback that he's crushing the Templar cross, and having Mimi crush a cross as well, to me, was a really interesting idea that we're connecting the two characters and challenging the audience to question, like, who is the bigger psycho in this movie. I mean, I find it pretty weird that some people take issue with that, but they don't take issue with kids being murdered in the film. Why they'll let one thing slide and not another thing slide is something I'll never really understand. De plus, pour moi, cette scène est assez importante par rapport au traitement d'une thématique en particulier qui ne cesse de revenir dans Psycho Goreman, celle de l'autorité. Parentale, sociétale, religieuse, peu importe, c'est l'un des thèmes prédominants dans le film, et ce, à tous les niveaux. Aussi bien Mimi que le Psycho Goreman ne souhaitent recevoir d'ordre de personne et mener leur propre loi au détriment des détenteurs de l'autorité. PG était un esclave autrefois, et en recevant son immense pouvoir, il a pu briser ses chaînes et se retourner contre ses anciens maîtres, ces templiers fanatiques religieux qui imposent leurs lois à des centaines de planètes. Mimi, elle, n'obéit qu'à elle-même et nous déclame d'ailleurs tout un discours à la fin du film sur le fait que personne ne peut la contrôler, ni ses parents, ni Pandora, ni personne d'autre, et impose cette dictature à son frère Luke qui, pour sa part, a beau l'aimer, a de plus en plus de mal à supporter cette situation. Pareil pour leurs parents qui se disputent précisément à cause de cela. Même le cœur en lui-même du film tourne autour de ce sujet, avec Mimi qui contrôle littéralement Psycho Goreman en prenant possession de sa gemme, devenant sa nouvelle maîtresse et lui faisant littéralement faire n'importe quoi contre sa volonté. Le film se termine d'ailleurs sur la suppression de tous ces rapports de force et de toutes ces hiérarchies mal placées et imposées par quasiment tous les personnages du film à certains de leurs camarades. J'y vois un discours assez subversif sur la façon dont nous sommes tous en quelque sorte contrôlés par des milliers de règles et d'ordres dans nos sociétés modernes où la liberté est pourtant constamment mise en avant, ce qui résonne de façon encore plus particulière avec la situation unique que nous vivons tous depuis maintenant 1 an, ainsi qu'avec la fin du film qui voit le Psycho Goreman commencer la destruction de ce monde, ce qui est approuvé par le film et ses personnages principaux. Évidemment, l'humour du film joue aussi sur cette fin décalée, mais je ne peux m'empêcher d'y voir un message sur l'autorité ainsi que sur la liberté. Puis bon, placer le Psycho Goreman au-dessus de Dieu, c'est blasphématoire, certes, mais qu'est-ce que c'est bon! Enfin, en exclusivité sur ma chaîne, j'ai demandé à ce cher Steve s'il comptait réaliser une suite ou un spin-off à ce Psycho Goreman, qui mettait tout de même en place un univers gigantesque et surtout immensément riche, que personnellement, j'apprécierais bien revoir sous d'autres formes à l'avenir. Voici sa réponse. As far as future versions of PG, I am certainly considering the idea of doing more in this universe. I think it's got a lot of potential. I think there's a lot of interesting places to go. I definitely don't want to Highlander 2 my own franchise by making something that is way off base of what people want. I find this is the interesting part of being a storyteller, is now I've made a thing that people have latched onto and appreciate, but also have their own ideas and expectations of. And so, you know, I feel like PG now is partially owned by the fans, and I don't want to disappoint people's expectations, but I also want to stay true to the type of story that I want to tell with this character. And so I'm taking my time trying to figure out what exactly that's going to be, what the next step for the franchise will be, and I'm not gonna make a move until I think it's the right one. Et nous en serons tous assurément ravis. En bref, Psycho Goreman a su parler à mon âme d'enfant adorateur d'univers fantastique et de monstres en tout genre, effrayants ou non, ainsi qu'à mon âme de spectateur adulte en proposant une réflexion sur le mélange des genres, une structure narrative très bien ficelée, ses effets spéciaux pratiques hors du commun, ainsi que ses discours et messages bien cachés sur la liberté, l'autorité et la jeunesse. Sans pour autant se calquer sur les œuvres qui l'ont inspiré, ce que je reproche à des films comme Sado ou des séries comme Stranger Things par exemple, il renouvelle des codes connus de nous tous qu'il nous repropose sous de nouvelles formes ou pour poursuivre des buts inédits,
toujours entre la parodie et l'hommage respectueux. Cela nous donne un film au ton décalé, parfois abstrait et hystérique, qui ne conviendra certainement pas à tout le monde. Ne vous attendez pas à voir un film d'épouvante ici, mais à une comédie horrifique faite par un fan du genre, pour les amateurs du genre. Et je pense qu'il faut pouvoir, l'espace d'un visionnage, accepter de retomber en enfance pour pouvoir en profiter à 100%, comme cela a été mon cas. Mon visionnage de Psycho Goreman a été rafraîchissant et j'ai juste adoré cette expérience aussi bizarre qu'amusante qui m'a juste donné envie de voir le plus rapidement possible le prochain film de Steven Kostanski. Regardez Psycho Goreman. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque, et après cette conclusion courte mais sincère, je vous laisserai avec Steven Kostanski pour un mot de la fin plein d'espoir, et je le remercie d'ailleurs d'avoir très gentiment accepté de répondre à mes questions et d'apparaître dans cette vidéo. C'est un grand honneur pour moi. En attendant, nous nous retrouverons très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. I think the message I want to deliver with Psycho Goreman is specifically for young kids who maybe watch this movie when they're a little too young to be watching it, hopefully have the same experiences that I had watching stuff like Army of Darkness growing up, where it sparked something in my brain that made me want to make movies and make monsters. And so I hope that Psycho Goreman will show a younger generation of monster makers and filmmakers that they can do it too, that all the resources are out there, and it just takes a lot of passion and elbow grease to get stuff made. But it is not an unachievable goal to make a movie as cluttered with monsters as Psycho Goreman is. I think, I'd love to inspire future generations to make these types of movies, because I think the world needs as many monster movies as possible.